Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être ici ce soir pour cette rencontre avec Juliette Droire, artiste, chercheur, thérapeute et auteur, dont vous connaissez sûrement les essais Sortir de l'hétérosexualité paru chez Binge en 2021 et La culture de l'inceste qu'il a co-dirigé avec Iris Bray, sorti en 2022 aux éditions du Seuil. Alors si on est ici ensemble ce soir, c'est pour parler du premier roman de Juliette Droire, Cui-Cui, ici présent, qui est paru aussi aux éditions du Seuil. Cui-Cui, c'est le nom que se donne le héros du livre. Cui-Cui a 13 ans, son entourage le perçoit comme une fille, mais lui préfère se genrer au masculin. Tout ça, on le sait parce qu'on vit vraiment avec Cui-Cui, on est dans sa tête, au plus près de ses pensées, de ses angoisses et de ses fantasmes aussi. Et en fait, tout ce roman se déroule en 2027. Alors, les mineurs ont le droit de vote en 2027. Et malgré tout, ils sont toujours aussi peu entendus. Les violences qu'ils subissent, l'inceste, demeurent un tabou. Avec Cui-Cui, à mes yeux, Juliette Droire crée un héros adolescent qui rejoint la Zazie de Raymond Queneau, le Momo d'Émile Ajar ou encore la petite Catherine de Monique Wittig dans l'Opoponax. Mais ce que je vous propose, c'est d'écouter tout de suite Cui-Cui. Juliette va lire des extraits, je vais parfois l'accompagner et puis ce sera s'intercaleront des discussions pour évoquer ce premier roman très beau, très fort, très politique. L'horloge derrière la prof, midi moins 5. Comme les oiseaux avant l'orage, accrochés en guirlande sur le même câble électrique. Une tension sous nos ergots. Ça bruisse, ça croît, ça bâille, ça étire ses ailes dans l'œil du voisin. Gisèle, la prof, elle est conne comme un balai, comme dirait mon père. En tout cas, elle peut te saisir par le bras comme un rapace. Elle hausse la voix pour couvrir le brouhaha. Donc, pour résumer, demain c'est le grand soir. On peut ranger les candidates de droite à gauche ou d'écolo intersectionnel à libéral ou de 16 à 85 ans. Midi moins 3. Regard inquisiteur et tournant du phare. Zioter quand elle ziote, retourner au rangement subtil de trousse dès que l'œil du cyclone est passé, se préparer à partir mais sans en avoir l'air. Elle kiffe ce moment. Son petit sourire de « peut-être je te lâche la grappe, peut-être pas ». Silence. Personne ne bouge. Je respire plus. Sonnerie de gros réveil comme il n'existe plus que dans les dessins animés qui se tapent la tronche hystéro avec 2 boules de fer. Silence toujours. Elle nous mate. Cette classe, c'est un 2-3 soleil version SM. Elle lâche finalement. Vous pouvez ranger cet après-midi ? Sa voix se perd dans les raclements de chaises et de blousons. On se casse. On se casse le plus vite possible. Sans que ça ait aucun sens, car on y reviendra, pas plus tard qu'après manger. Rien ne m'attire dans cette putain de cour, juste sortir. Ne courez pas, résonne dans le hall. Je me rends compte de mon envolée lyrique. Évidemment, ce sera toi. Tu t'es cru dans Walt Disney, mon pauvre. Genre, évidemment, ce sera toi. Astrid Diop. Cui-Cui les petits oiseaux. Cui-Cui les petits oiseaux. Des fois, je déconne dans ma tête. Quand je me prends la main dans le sac, ça m'inquiète. Tout le monde fait ça ou c'est juste moi qui grésille? Ça s'arrête jamais là-haut. Madame Gisèle tape un livre sur sa grande table de prof. Ça me fait sursauter à mort. Je porte ma main au cœur en regardant autour de moi, un peu théâtral. Ça fait marrer Leïla que je capte. L'école m'aura rendu amibe. Enfin, je crois que les amibes, c'est mou. C'est ce que je veux dire. J'ai plus d'os dans la colonne. Je suis ployé comme un saule toute la journée, la langue pendante sur mon pupitre. J'avais un autre mode avant. Celui qui consiste à lever la main en s'étirant le bras avec l'autre dans une impatience qui confine au malaise. Je savais, j'étais plein d'entrain et j'aurais souhaité qu'on reconnaisse mon intelligence, qu'on me sorte de là, en mode « Toi c'est bon, on va t'exfiltrer du 4e cercle des enfers, tu es promis à un grand avenir hors de cette fange. » Oui, au fond, je pense que je voulais qu'on me prenne par cette main extendue, gentiment, doucement, délicatement. Mais j'en ai été pour mes frais et je suis tombé dans un long sommeil, comme la belle au bois dormant, modulo que le prince c'est moi, je laisserai personne me baiser la gueule quand je dors.
Je sais pas si je renvoie l'image que j'ai dans la tête, mais c'est de l'inassistance à personne en danger. En tout cas, tout le monde fait comme si de rien. Des avions en papier voyagent, au milieu des insultes murmurées, et les songes d'un monde meilleur. C'est ça l'ambiance. Madame Gisèle est sûrement aussi paumée que nous, et tente de nous raccrocher au monde réel du déni. Elle nous met en tension comme un générateur électrique pour nous maintenir à flot au bord d'un précipice délirant. Ah, elle pète un plomb. Elle agite les bras de bas en haut avec son tome de grammaire qui tape la table. Je vois le truc un peu au ralenti, avec sa permanente qui bougeotte et sa chaise qui se cabre. On la regarde. Goguenard. Faut pas nous demander d'avoir pitié. Même si elle mériterait. Mais personne n'a pitié de nous. Au fond, on est tous dans le même bateau du Delirium Tremens. Je pense qu'elle est gentille quand elle retourne à sa maison. J'imagine qu'elle a une bulle. Elle rentre, elle se des choses dans son atrium. Elle souffle un grand coup. Elle passe une main dans ses cheveux pour les lisser en arrière. Elle se recompose une face. Elle inspire par le nez avant d'entrer dans le living et elle dit « Coucou les enfants, j'ai pris des haribots. » Elle secoue le sac. « Qui a passé une bonne journée ?» Je sais qu'il y a des bulles, des oasis. Je raccroche les wagons au milieu d'une phrase. Diop donc n'a pas passé le premier tour. Dupont-Sagnan, avec 26%, sera au second tour en phase de... Ça me déprime, cette instruction civique. Nous irons voter au second tour le 22 mai à 10h30. Je vous rappelle que vous pouvez voter blanc si vous préférez. Elle m'aura au moins bien fait rêver, cette Astrid Diop. C'était allé vite, cette histoire. Des féministes s'étaient enflammées apparemment depuis quelques années sur la question des droits des mineurs. Je dis apparemment parce que c'était pas comme si on avait été au courant. En tout cas, pas moi, parce que c'était pas ma mère. Bref, tout à trac, on nous avait annoncé qu'on allait voter. Ça avait été panique à bord pour nous former, à nous instruire à notre propre histoire de conquête d'un nouveau droit pour nous qui n'avions même pas de droit, ni même eu l'idée que nous n'en avions pas. C'est pour vous dire le niveau d'assujettissement dans lequel nous baignons. Il y avait eu 10 heures d'instruction civique en plus. C'était pas inintéressant comme sujet. On sentait que tout le monde marchait sur des œufs entre mettre un pied dans la porte qui menait à notre liberté et la peur qu'on s'y engouffre en emportant les grilles de l'école. Enfin, c'est mon analyse. Pour le reste, je pense que même si on n'en discutait pas vraiment ou qu'on s'en moquait ouvertement, ça ne nous empêchait pas d'avoir notre quant à nous. Enfin, en tout cas, moi, j'avais mon quant à moi. Je rêvais d'Astrid en privé, même si je disais ouvertement que c'était une pauvre meuf qui avait cru qu'on l'attendait pour diriger le monde. Ce quant à nous, c'était une sorte de germe, de haricot un peu confus, qui poussait dans le brouilleur à pourquoi, une sorte d'inconscience diffuse que quelque chose n'était pas normal. Madame Gisèle, entre-temps, s'est embarquée dans une litanie sur les liens entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Qui décide quoi, je crois mourir. Alors merci pour cette première lecture. Donc ça permet d'entendre tout de suite la voix si singulière de Cui-Cui. Moi, je voulais savoir comment... J'ai l'impression vraiment d'être la prof qui te fait passer un examen. Alors, Juliette, dis-moi, comment ce personnage de Cui-Cui est né? Parce que c'est vraiment un personnage auquel on s'attache très vite. Cool, parce que c'est c'est né d'abord... En fait, j'ai suivi une voix dans ma tête. Je sais pas si c'est très rassurant en termes de santé mentale, mais c'est exactement ce qui se passe. Qui, j'imagine, a à peu près cet âge-là, ou date de ce moment-là. Et c'est un mélange entre cette voix, je pense, qui est hyper jeune et puis qui vit en moi. On a tous des bouts de soi aussi. Et l'adulte que je suis qui back up un peu tout ça. Mais j'ai vraiment suivi une partie de moi. Je peux pas le dire autrement. C'est une voix assez spontanée qui a émergé. Je me suis dit, OK, allons-y. Et c'est cette voix qui est venue en premier? Ouais. Pour l'écriture, c'est d'abord cette voix qui t'a guidée? C'est complètement cette voix qui a commencé et j'ai lu à ce moment-là un bout d'une conférence d'Ursula Le Guin, qui est une autrice féministe de science-fiction, qui est géniale, et qui disait que elle suivait ses persos, en fait, que c'était sa méthode d'écriture. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, est-ce que ça va vraiment mener à quelque chose de constructif? Et en fait, plutôt. Donc j'ai suivi. Et ensuite, l'idée de situer ton roman en 2027, pendant une élection présidentielle, ça s'est greffé de quelle manière? Comment tu as ensuite construit toute cette histoire qui est un texte donc, très politique aussi, mais ça, on y reviendra. Ouais.
Alors, en fait, c'est vrai, avant de suivre cette voie-là, tu fais bien de... En fait, j'avais écrit pour le droit de vote des mineurs, c'était un billet sur Mediapart qui a été repris dans un livre collectif que je vous conseille, qui est super, qui s'appelle Politiser l'enfance. Bref, et à partir de ce billet, une amie et éditrice, Élise Thiebaud, m'avait dit, est-ce que tu peux faire le pendant fiction, en fait, de ce qui est déployé en termes d'idées, donc qui enjoint à ce que les personnes mineures puissent voter. Et donc j'avais d'abord fait une nouvelle qu'elle a publiée, et cette nouvelle, en fait, c'est le premier chapitre du roman. Et il y avait déjà Cuicui dans le... Non, il n'y avait pas Cuicui, mais d'ailleurs, il y avait ce personnage, mais qui n'a été nommé et qui n'est nommé dans le livre que très tard. C'est vrai. Je te laisse reprendre les lectures. J'attends que Leïla disparaisse et je toque au bureau de Madame Gisèle, aka la chouette. J'ai oublié de vous dire, c'est son pseudo, cette petite chouette. Entrez. J'entre. C'est très étrange d'être dans ce bureau. C'est un peu capsule, genre hors du temps. On pourrait voir dans un rayon de soleil des petits grains dorés en suspension tourner tranquillement. Il y a de la moquette bleu lavande au mur, passée. Qui peut bien avoir eu cette foutue idée? Pas une personne allergique aux acariens, ça c'est sûr. Bon, après, je comprends la brutalité de la surface d'un mur, mais bon, des tentures auraient suffi. Après, c'est l'éducation nationale, il n'y a pas les moyens pour les tapisseries de l'apocalypse. Remarquez qu'on ne serait pas à court de motifs. Vous m'écoutez? Me fait sursauter. Je suis tenté de répondre non, mais je me contente de faire la mise au point sur son visage et de rougir instead. Je vous disais... Que me vaut le plaisir de votre visite? Elle est marrante, Madame Gisèle, avec ses tournures. Elle peut être un peu plaisantine, comme quoi, derrière ses petites lunettes rondes de chouette. Je m'aperçois que je sue encore des mains. Je me répète dans ma tête, que me vaut le plaisir de votre visite? Et là, tout d'un coup, l'image de mon père s'impose. Genre le man débarque en gros plan, et même au premier et seul plan. Je sais même pas si on peut dire de ma conscience. C'est beaucoup plus graphique. Genre, il me bouge carrément la vue. Je sens une petite goutte qui déroule le long de ma colonne jusque dans l'arrêt du cul. Chouette penche sa petite tête de chouette à droite, puis à gauche. C'est un crash complet du système ici. J'ai une partie qui sue et l'autre qui fait des blagues. Va falloir redémarrer le programme, je suis complètement kéblo, je la fixe. Mais comment dire que j'ai pas l'idée de fuir ou de m'énerver comme avec Leïla, la pauvre, la dernière fois? Je sais pas, j'accepte mon sort. Chouette va savoir quoi faire. C'est ça que je me dis étrangement. C'est pas la moindre dérédition. Chouette me dit... Asseyez-vous. Bon, j'étais déjà assis. Chouette est un peu bête. Comment ça va à l'école? Ça va. Point et bon courage, ma vieille. Et comment ça va à la maison? Je pourrais presque la voir s'accrocher à son bureau, mais elle y va. On serre tous les deux les fesses. J'ai la bouche hyper sèche, genre c'est la porte du désert. Derrière, une immense étendue aride, blanc-jaune as fuck, sous un soleil de plomb, plutôt caillouteuse, avec des ballots de paille, des arbustes minuscules à épines de ci de là, et des shakos qui te traversent la langue pendante et qui te regardent du coin de l'œil. Je réponds rien, je déglutis de la poussière. On attend, je trouve ses yeux, on se regarde, elle me sourit. Je crois que j'ai un coin de bouche qui lève aussi, réflexe miroir. Elle se lève et va chercher de l'eau derrière dans une carafe. Elle a un petit plateau avec une carafe en céramique à grosses fleurs en demi-relief peintes en rouge et des verres. C'est chic d'avoir ça. Elle me sert un verre d'eau. Je bois à petites gorgées, regardant alternativement elle et le fond de mon verre. L'eau a une texture très prononcée,
comment dire, plus solide, plus enveloppant que d'habitude quand tu bois sans t'en rendre compte dans un temps qui court. Je repose le verre. Toc. Je me lève. Elle me sourit et dit « Revenez me voir. Quand ? Demain, à la même heure ? Je ressors en mode automate. Demain à la même heure. Bah, je peux pas, moi, demain à la même heure. Je me dis. Elle peut pas, elle non plus, demain à la même heure, d'ailleurs. On a vote. Je reste un peu interloqué. Et puis je repars d'une démarche rigide vers l'herbe. À chaque jour suffit sa peine. Alors ça, c'est une scène très importante. C'est l'une des premières confrontations entre Gisèle et Cuicui. Donc on comprend que Cuicui a quelque chose à dire et on comprend aussi la difficulté de formuler cette parole et c'est très bien restitué dans cette confrontation. Qu'est-ce qu'elle dit, cette scène aussi on sent une Madame Gisèle assez démunie. On sent que les deux protagonistes ont du mal justement à mettre des mots. Le mot qui d'ailleurs, je crois, n'est jamais prononcé par Cuicui. Comment tu as écrit cette scène et pourquoi il était important aussi de montrer ce malaise ? Je pense que j'avais à cœur. Alors, encore une fois, j'ai plutôt suivi une voie dans l'écriture que j'ai pas prémédité un plan. Mais il n'empêche qu'il y a beaucoup de choses qui me tenaient à cœur avant d'écrire et qui se sont retrouvées là. Et notamment le fait de. Punaise, pardon, en fait, vous ne voyez pas du tout ici. Oh là là, sorry. Notamment, j'avais envie, dans ce livre, j'avais envie, sans préméditation, de montrer comme c'est dur quand il y a des faits d'inceste. Quand on les imagine, en général, c'est que c'est vrai, mais la trajectoire de quelqu'un qui sait, qui est l'adulte et qui va être responsable de ce qui va se produire. Et donc, j'avais envie de montrer à une adulte, donc là, Madame Gisèle, la prof, dans ce parcours psychologique-là, en sachant que c'est plutôt un exemple positif dans le sens où elle s'en saisit. Donc après, elle galère. Forcément, on galère quand on s'en saisit. Mais du coup, c'était ça. Pour moi, pour montrer aussi que c'est jamais... Quand on est confronté à ça, c'est jamais aussi simple que ce qu'on devrait faire ou une procédure. Il y a toujours des complications, il y a toujours des imprévus. Là, en l'occurrence, les mots ne sont pas dits. C'est pas exactement... C'est un soupçon. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on soupçonne, etc. Et d'ailleurs, le lecteur est mis quasiment dans la même situation parce que tu ne décris pas les scènes. En fait, il y a toujours la présence de ce père, cette présence qu'on sent inquiétante, qui est toujours devant BFM, qui manifestement est très séduit par les propos de Dupont-Sagnon, et puis on entend ses pas dans l'escalier. Et ça s'arrête là. Et on sent là, on est toujours évidemment dans la tête de Cuicui et on ressent sa peur, mais là aussi le lecteur en fait doit deviner, un peu comme Madame Gisèle. En fait, on est confronté à cette même absence de mots. Oui, et peut-être aussi au fait à deviner et en même temps à savoir. C'est-à-dire, encore une fois, quand on doute, c'est qu'on sait. Mais, quelque part, et en fonction des personnes, moi je l'ai vu, selon les personnes, il y a des personnes qui vont dire directement, bon, c'est évident, il se passe ça. Puis d'autres personnes qui disent, oui, mais en fait, on ne sait pas. Donc déjà, ça montre un peu l'amplitude de ce qu'on peut se dire par rapport à la même description, entre guillemets, littéraire de ce qui se passe. Alors, on déplace les décors, c'est ça ? C'est ça. On déplace les décors. Alors, est-ce qu'il y a quelques personnes ici et là qui veulent bien venir sur scène et juste se mettre... Ça va pas durer longtemps, hein. C'est 2 minutes et demie, vous avez rien à faire, vous vous mettez là. Genre 3 ici. Si, je vous regarde. ça vous embête, mais c'est vous, je regarde. Et 3 là. Vraiment, ça va pas... Voilà. Vous vous mettez comme ça.
Hop. Décor, super. Le point levé, tout le monde. Super, parfait, on y est, génial. Hop, c'est parti. On arrive devant la mairie avec ses grilles vertes en fer forgé. Nadine et Madame Gisèle scrutent l'attroupement. On s'arrête tous. Petite chèvre des montagnes qu'on est. Elle se conserve 2 secondes sur la marche à suivre, nous recompose un peu plus, rang par 2, comme on sculpte une touffe en pétard avec du gel, même si on est trop grand pour se prendre par la main. On s'avance tous timidement vers ces foutues grilles, nerveuses et curieux. Les militanteux, apparemment, avaient prévu le coup et se répartissent des 2 côtés de l'entrée pour nous faire une aide d'honneur. Elles allument des gros chalumeaux rouges quand on arrive, dressés hiératiques comme des statues de la liberté. Mazette. Ils ont le sens du drame, on peut pas dire. Tout crépite, on en prend plein les mirettes sous cette arche. On nous fourre des tracts dans les mains. On se donne des coups de coude. On a du mal à cacher un émerveillement enfantin, une bouffée de fierté qui vous file la honte ou la trémoussade. J'espère que ça va pas passer sur BFM cette histoire, sinon j'ai pas fini d'en entendre parler. Bon, pour le reste, c'était pas aussi sympa que la dernière fois. Comment te dire qu'il y avait plus Astrid ? J'ai voté blanc, quand même, histoire de dire. Au retour sur le chemin, je lis le tract. Déjà, c'est signé les lascars du LEP électronique. Emoji qui pleure de rire. C'est tout un poème, je vous le mets. Professeur, vous nous faites vieillir. C'est pas l'échec scolaire qu'on vous reproche, c'est d'avoir accepté trop longtemps et essayé de nous faire accepter un état des choses, des gens et des rapports entre les gens inacceptables. Vous voulez nous parler ? Nous ne vous entendons pas très bien, nous sommes déjà loin. Rapprochez-vous, sinon dans 8 jours, vous ne comprendrez plus rien. Vous ne pouvez pas ne pas nous aimer, nous disons la vérité. Celle qui est au fond de votre cœur, qui en a marre des rapports hiérarchiques séparés, marre des vies étriquées. Vous ne pourrez rien faire contre nous, nous vous empêcherons de vieillir. La vache, cette dernière phrase, vous pouvez rien faire contre nous, nous vous empêcherons de vieillir. Je me rends compte que je me suis immobilisé au milieu du chemin, complètement absorbé. J'avoue qu'au début, je lisais ça vite fait et ça me semblait abstrait, cette histoire de conquête des droits, mais je commence à m'imprégner de la logique du truc. Du coup, j'ai relu et j'ai imaginé ces assemblées de minots et ça me fout les poils, en fait. Ce qu'on vous reproche, c'est d'avoir accepté trop longtemps et essayer de nous faire accepter un état des choses, des gens et des rapports entre les gens inacceptables. C'est tout ma mère. C'est bon, les amix. Merci. Ah oui, on remet le décor. Hop. On a nos petites marques. Touc. Donc là, on suit Cui devant le bureau de vote. Il y a donc cette manifestation et le tract qu'on lui distribue, le texte que tu as lu du LEP électronique, c'est un vrai texte. Et tu fais également allusion à un autre texte de jeunes, de mineurs du Nicaragua, je crois, une déclaration des droits des enfants, si je me trompe. Ouais. Ça aussi, c'est un texte réel. Comment tu les as trouvés ? Pourquoi tu as souhaité les intégrer dans ton roman et qu'est-ce qu'ils apportent ? Eh bien oui, je les ai trouvés dans un livre qui s'appelle La domination des adultes d'Yves Bonnardel, qui est, je trouve, un super livre, notamment parce qu'il est très fouillé sur ce qui a existé en termes de production par et pour les personnes mineures. Donc, quelles ont été les associations qui ont existé à travers le monde, quels sont les textes qui ont été produits. Et pour moi, c'était important d'en mettre quelques extraits et aussi parce que souvent, quelque chose qui est fait pour discréditer les personnes plus jeunes, c'est ils sont un peu trop bêtes, ou elles sont pas assez structurées, ou elles n'ont pas d'avis politique, ou elles vont pas comprendre. Et en fait, ces textes-là, ils sont extraordinaires.
Je veux dire, quand on y a accès, c'est... Bon, en vrai, on le sait, les enfants, dès qu'on leur pose des questions philosophiques ou quoi, leurs réponses sont toujours extraordinaires, mais c'est marquant aussi de voir là ce type de texte que je viens de lire, mais il y en a plusieurs que je cite, et de reprendre contact en fait avec toute cette histoire qui n'est jamais, qui a du mal à franchir les portes d'un certain cercle. C'est-à-dire de tout le XXe, il y a des personnes qui ont pensé, que ce soit des adultes ou des enfants, la condition des enfants et des mineurs, mais c'est comme si ça restait un peu dans un cercle restreint et que ça avait du mal à franchir ce cercle, donc on oubliait à chaque fois. On a oublié les grandes grèves des personnes mineures qui avaient 12-13 ans en Angleterre quand on a voulu rallonger le temps de l'école. Complètement zappé. Pourtant, c'était des milliers de jeunes qui ne voulaient plus aller à l'école sans être payés. Enfin, il y a des choses comme ça. Ça, c'était des années 1900 et quelques. Donc, il y a plein de choses comme ça que j'ai voulu... Ouais, c'était important pour moi. Et effectivement, il y a une volonté politique dans ce livre aussi. Donc, j'aimais bien flouter cette question de qu'est-ce qui est vrai dans le livre et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et voilà, spoiler, toutes les notes de bas de page ou les textes sont vrais. Mais cette question des droits des mineurs, justement, j'ai l'impression que là, on en est très loin. Enfin, de temps en temps, on aborde l'idée peut-être d'abaisser l'âge du droit de vote à 16 ans, mais c'est à peu près le maximum, j'ai l'impression. Pourquoi ça te tenait à ce point à cœur? Donc, c'est une idée que tu travailles depuis longtemps, tu l'as dit, c'était déjà présent dans un billet que tu as écrit, puis une nouvelle. Qu'est-ce que tu entends et qu'est-ce qu'on entend plus généralement par droit des mineurs et qu'est-ce que ça apporterait? Est-ce que c'est pour faire face à la défaillance des adultes, face à des adultes qui se montrent défaillants quant aux problèmes, aux difficultés, voire aux drames que traversent les mineurs? Est-ce que les mineurs eux-mêmes sont les premiers agents de leurs conditions et sont les plus à même de répondre à ce qu'ils traversent? Alors, d'une part, oui, je pense que c'est important. En fait, ce qui m'intéresse particulièrement dans le rapport des adultes aux enfants, c'est qu'on a tous été enfants et on est tous, enfin, en tout cas, je l'espère, on devient adulte. Donc c'est un rapport qui nous questionne nous-mêmes et c'est aussi ce rapport adulte-enfant est souvent, en tout cas parent-enfant, qui peut être le berceau de domination qu'on va appliquer ensuite à beaucoup d'autres personnes. Donc c'est sûr que c'est un rapport clé et ensuite une grille, sans dire qu'il n'y a pas d'autres chocs extérieurs qui rentrent dans nos vies et qui nous modifient et qui modifient le lien aux autres. Mais en tout cas, c'est un paramètre majeur de comment on va se relier aux autres, comment nos parents se sont reliés à nous. Donc c'est... à partir du moment où nos parents se relient à nous plutôt sous des termes d'objet ou d'écrasement ou parfois de revanche, parce qu'en fait c'est comme ça qu'on l'a vécu, donc à partir du moment où on ne le repense pas, c'est comme ça qu'on va le transmettre et le revivre. Du coup, oui, c'est un rapport clé à interroger pour interroger les liens aux autres et la domination qu'on peut ou le style qu'on leur impose de manière générale, quoi. Et qu'est-ce que ça apporte à ton propos de passer par le biais de la fiction? Puisque tu disais, ça a commencé par un biais, tu cites des essais aussi, et là, tu écris vraiment un roman. On est vraiment dans un roman, on suit un personnage. Qu'est-ce que ce truchement de la fiction, finalement, apporte pour défendre ce propos-là? Bah déjà, moi, ça m'apporte du plaisir, donc c'est important, parce que voilà, c'est un moment d'écriture qui est arrivé au milieu, justement, d'un essai dont je te parlais tout à l'heure, qui sortira en octobre, mais qui est vraiment sur les traumatismes et les violences systémiques, et que je me prenais énormément la tête, et donc je me suis dit, ouais, j'y arrive plus, faire une pause. Et en fait, c'est presque le pendant fiction de cet essai. Donc il y a la dimension, moi, pour me faire plaisir, parce que quand j'écris de la fiction, du coup, je suis incarné, quoi. J'ai mes émotions, j'ai mes sensations, je me projette, je suis pas que dans une réflexivité. Et ensuite, ça sert évidemment le propos à plein d'endroits, parce que comme c'est incarné, bah forcément on s'y retrouve plus, on a plus d'émotions, donc ça imprime plus. Et aussi, il y a une forme aussi de justesse dans la fiction, parce que dans un essai, finalement, on se pose toujours en le représentant d'autres que soi, donc ce qui n'est jamais totalement juste. Je pense un peu tout ça.
Est-ce que, pour écrire, justement, pour te lancer dans ce roman, est-ce que tu avais des influences littéraires en tête, ou est-ce qu'il y a des lectures, des livres, des auteurs ou des autrices qui t'ont accompagné, ou voire qui t'ont guidé? Tu veux dire sur le fond ou sur la forme? Les deux. Les deux. Moi qui espérais réduire. Je rigole. Sur le fond, je dirais que c'est peut-être un peu toute la somme. Comme ça, j'en cite un peu des travaux aussi que j'ai fait précédemment. Et du coup, les personnes, on va dire dans le champ des sciences politiques, qui déconstruisent ou qui analysent les rapports de nomination, qui, je pense, habitent quelque part ce livre en sous-couche, quoi. Et après, en termes de style, je dirais pas que je peux identifier une source particulière. C'est plutôt un langage qui m'est venu assez spontanément. Et par contre, ce que j'y vois, c'est mon rapport, notamment en tout cas mon rapport à la langue et aux gens. Parce que le langage de Cuicui est aussi émaillé de plein de registres de langue, de plein de tranches d'âge, des trucs hyper désuets et des trucs très modernes. Et je pense que ça dit quelque chose, en tout cas, de ma curiosité à l'autre, et du fait que quand j'aime aussi quelqu'une, souvent je vais imiter et je vais pêcher un mot de ci, de là, ou une expression qui fait trop rire. Et du coup, j'ai l'impression que c'est aussi ma manière de me souvenir des personnes que j'aime, c'est de constituer tout d'un coup un langage qui est à la fois assez commun pour qu'on se comprenne, et à la fois un peu singulier, qui reflète toutes ces rencontres-là. Oui, c'est très drôle. Cuicui, par exemple, il dit « mais qu'est-ce qu'ils ont ces oiseaux ?» Enfin, il n'y a pas du tout une expression qu'on prêterait à un jeune de 13 ans, mais c'est vrai que c'est ce qui fait la richesse de ce personnage aussi, qu'on va à nouveau entendre. Tu veux bien? Ouais. Alors. Le mercredi matin, je me retrouve sans l'avoir prévu devant la porte de Chouette. Dans le couloir des profs, toutes les portes sont grises. J'ai l'impression que c'est le Mont Blanc, cette porte. Je ziote à droite et à gauche, qu'il n'y a personne avant de frapper. Entrez. J'entre, je file m'asseoir cette fois. Les avant-bras sur les repose-coudes. C'est pas encore chez moi, mais c'est plus familier, je le sens à ma sudométrie. Comment allez-vous? Ça va. Je me tortille un peu pour ponctuer cette phrase débile. La dernière fois, j'ai cru comprendre que ce n'était pas facile pour toi à la maison. Pourquoi toi et plus vous? Ça me perturbe, ce rapprochement. Avec le silence qui s'installe, je comprends qu'elle n'a pas l'intention de finir sa phrase. C'est le jeu des phrases à trous. J'attends. Est-ce que tu veux m'en dire plus? Je pense dans ma tête, pas tant. J'ai une goutte qui perle sur le front, je vois que Chouette la remarque. Je pique un phare instantanément. Je m'agite sur mon siège. Merde, ça se barre en couille. Je vois que Chouette s'affole aussi un peu à ses yeux qui bougent sans raison. Elle sourit franchement tout d'un coup et engage chaleureusement. C'était quelque chose samedi, cette haie d'honneur et ces fumigènes rouges, n'est-ce pas? Ah mais madame, c'était fou. On a papoté un peu comme ça et la tension a baissé. La conversation est retombée au bout d'un moment. Madame Gisèle, après un petit silence plus familier. Il y a un problème avec ton père? Je pense bonne pioche. Oui. Qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce qu'il crie? Elle sent que peut-être bien, mais que c'est pas ça le principal problème. Elle continue avec le filon des questions fermées. Est-ce qu'il est violent avec toi? Bonne question. Je lève les yeux au plafond de ma tête. Gisèle voit que je tente de résoudre l'équation de la relativité générale et sent qu'il faut être plus précise. Est-ce qu'il te donne des gifles ou des coups? Non. Et cette réponse la terrifie. On se regarde dans le blanc des yeux. Elle dit de sa voix la plus douce possible. D'accord. Est-ce que ça a à voir avec des choses dont on a discuté avec l'association TPG? Je soutiens son regard. Elle prend ça pour un oui. La sonnerie tranche dans l'épaisseur du moment.
c'est la deuxième confrontation entre Cui-Cui et Gisèle, et qui rend encore plus palpable et tragique finalement l'impuissance totale de cette prof face à la tragédie encore bien plus grande et incomparable que traverse Cui-Cui. C'est un moment très fort. On parlait tout à l'heure des droits des mineurs. C'est vrai qu'on est dans une période où on a énormément parlé de l'inceste, enfin. Et puis on a l'impression que ce qui a été ouvert se referme petit à petit. La Civise, voilà, pour l'instant, ça va bientôt prendre fin. Et là où il y a eu tout un discours qui a commencé à émerger pour protéger les mineurs, on parle beaucoup plus maintenant de les punir. Il y a des projets de loi qui évoquent l'idée de les punir désormais comme des adultes. Pourquoi ce discours de la protection plus que nécessaire, indispensable des mineurs? Pourquoi ça disparaît presque aussitôt que c'est arrivé dans le débat public? Et est-ce que tu penses que ton livre, comme beaucoup d'autres, et pour une fois la littérature joue un rôle qu'elle joue rarement, un rôle qui a des effets réels, notamment sur la loi. Est-ce que tu penses que ton livre peut participer aussi à ce changement de mentalité qui est en cours, mais qu'il faut constamment soutenir, on a l'impression? Je l'espère, et c'est vrai que beaucoup en tout cas de mes efforts, et évidemment j'y trouve mon compte aussi, mais sont orientés vers ça depuis 2018, je dirais, sur la question de l'inceste en tout cas. Et je pense quand même qu'on vit quelque chose qui va être difficile à refermer, parce que c'est rare. C'est rare qu'on parle d'inceste dans un pays. Et je pense que si on regarde dans les pays européens, c'est pas forcément le cas. C'est assez rare que ce mot puisse aller sur un terme national, et qu'on puisse le réfléchir comme étant quelque chose qui arrive structurellement. Culturellement, et je pense que ça ne peut pas être oublié, ce qui a été dit. Et je crois aussi que les réseaux sociaux ont plein de désavantages, mais il y a aussi des avantages, et qui est quand même de fédérer des groupes. Et aujourd'hui, il y a des choses quand même qui sortent d'un certain cercle, quoi. Donc il y a quelque chose qui est su, comme nous le montre l'actualité aussi, avec Bayrou et Betaram. Il y a quelque chose qui est su. Ça peut plus. Alors, ça pose ça pose des termes. Il y a quelque chose qui peut pas s'effacer comme ça, et je pense qu'il s'effacera pas. Oui, c'est peut-être aussi pour ça, justement, l'importance de la littérature, c'est d'ancrer vraiment, de mettre ces mots, puis de laisser une trace là où, pour faire face à toutes ces années de silence, ces décennies, ces siècles de silence. Là, vraiment, il y a tous ces livres, dont le tien, qui viennent mettre des mots et les inscrire, et vraiment les poser, les ancrer. Ça aussi, c'est important. Ça explique aussi ton geste littéraire. Oui, absolument. Je pense que aussi, avec Iris, dans la culture de l'inceste, par exemple, c'était très important pour nous qu'il y ait le mot inceste sur la couverture. Oui. C'est que ce soit un mot qui puisse être vu, qui puisse... Et bien sûr que ça a contribué, comme toutes les personnes qui se battent, ça a contribué. Ce mot, il est beaucoup plus prononcé aujourd'hui. Ce serait intéressant de voir le nombre de fois où est prononcé le mot inceste dans les dialogues publics ou les moments de médias, etc. Et je pense que ça a complètement explosé là, ces derniers temps. Et qu'il faut continuer. Et qu'il faut évidemment continuer. Moi, j'ai enlevé le décor. T'as enlevé le décor? Alors, ouais. On enlève le décor. C'était là. « 7h45. J'ai passé la nuit en spirale. J'ai très mal aux yeux. Je la hais, ma sœur. Les pensées tournent dans ma tête avec des arrêts sur image de ces pires dingueries, et c'est impossible de les stopper, les pensées. Je suis très agité et je tourne en rond moi-même comme une toupie.
Histoire de me fixer, j'entreprends de couper mes ongles à ras, saine activité. Clip, clip. Quand je remarque ces sortes de bulles sur mon index et mon majeur droit, comme plein de petites boursouflures, horribles, avec des points au milieu, comme si ça bouillait sous ma peau en plastique. Je suis hyper stressée. J'essaie de me dire que c'est pas grave et qu'il suffit de pas y penser, c'est psychomagique. Sauf que j'arrête pas de regarder. J'ai l'impression que plus je regarde, plus il y a des petites bulles et des micro-petites bulles sur les autres doigts. Je descends paniquée avec le pas d'un pantin. En bas de l'escalier, ma sœur, avec sa face un peu anxieuse, tournée vers moi, empressée de me parler. « Coucou, ça va, tu veux du chocolat chaud ?» Avec un sourire tordu. Je l'ignore, cette pute, elle se fout de ma gueule. Genre, on est potes ? Tu crois que je t'ai pas vu avec ton petit jeu ? Elle reste ballante avec son bol dans la main. Bien fait. Assume. Je trace au collège. Les arbres sont flous comme en voiture. Je regarde mes mains toutes les 5 secondes. Ça pique, ça empire. Je vais décapsuler. Dans la cour, je passe devant Madame Gisèle qui cause avec 4 autres profs. Elle est de dos, avec sa robe longue à imprimer à fleurs bleues qui dansent. 2 des autres profs me suivent des yeux derrière leurs lunettes. Je les vois chuchoter. Le tanouche avec sa main devant la bouche. Je peux les entendre de bang. Je me retrouve 2 secondes sonner, avec la face qui me brûle à l'endroit où le ballon de foot a frappé. Je me frotte, puis je vois Leïla, Aude et Alexandra se précipiter vers moi comme une volée de moineaux. L'autre qui a shooté rigole comme une hyène. C'est la jungle ici, je te jure. Waouh, je pensais pas dire ça, mais ça m'a remis les idées en place, comme un voile qui se lève, et je revois le ciel. Ça me fait penser à ces trucs de thérapie par électrochoc. Je veux pas cautionner la torture, mais je vois le principe. Alexandra d'un côté, Leïla de l'autre, elle m'époussette. C'est sympa ce geste, comme de petits plumeaux. On se prend ensuite les bras, en chaîne, et on s'élance en cadence. Nous sommes la bande des Quattrofilia, 4 filles, 4 filles. On lève les genoux en sautillant. Je sais pas si on a encore le droit de gambader comme ça à notre âge, mais j'y vais de bonne grâce. Je chante même bien plus fort que les autres pour une fois. Faut que ça sorte. Envoyer le décor terrain vague. J'ai dit à ma mère que je passais l'après-midi avec Leïla pour pouvoir en fait aller au local, rejoindre le groupe dont les masqués avaient parlé à la manif. C'était 45 minutes à pied quand même. Après avoir erré dans une zone indus avec un Saint-Maclou planté au milieu de rien, je suis tombé sur une sorte de friche derrière l'échangeur. Je m'approche d'une grille rouillée avec des herbes hautes et du bordel végétal derrière. Ça mériterait un coup de rotophile, comme dirait mon père. Il y a une sonnette, un petit rond blanc crasseux sur son support rectangulaire en plastique. J'appuie sans succès. Je pousse la grille qui s'ouvre, mais avec un max de résistance entre les mottes et les graviers. Il y a une sente parmi les herbes hautes qui mène à une sorte de bâtisse basse en béton avec un toit en tôle ondulé. C'est rustique. Je vois un bâton par terre. Je le prends pour taper au cas où il y aurait des serpents. On ne sait jamais. En me rapprochant, je crois percevoir des voix et des rires. Et puis ça tourne un peu et on découvre l'entrée de la bâtisse sans porte, sur la gauche du mur en parpaing. 2 personnes fument devant le rectangle noir. C'est 2 gars. Ils me captent en même temps que moi. Je les capte et après s'être mis en arrêt une seconde, ils se détendent. J'avoue que je dois pas faire peur. L'un d'eux me fait un signe de la main. Tu viens pour le groupe de parole ? C'est ta première fois ? T'es un peu timide, hein ? C'est bien que tu sois venu, on n'est pas obligé de parler, même si au bout de plusieurs fois, ce serait dans ton intérêt de le faire pour bénéficier du truc, tu vois ? Je vois. Enfin, j'imagine que je vois. C'est sûr qu'un cercle de parole où on parle pas, c'est un peu la loose. L'autre est souriant, avec une longue queue de cheval et un jean de babos. On peut dire ce qu'on veut, ils sont toujours un peu rassurants, ceux-là, même si on a des fois envie de secouer leur puce.
Une dernière taffe qui brûle les doigts et ils écrasent tour à tour leur mégot dans le pot en fer, peint au blanco. Faut bien s'occuper. On rentre tous les trois en file indienne, moi intercalé entre les deux. Noir. À la fin, la fille bouclée me demande « Comment tu te sens ?» Elle laisse ses 3 petits points de suspension et lève les sourcils en avançant la tête pour m'inviter aussi à choisir un blaze. « Comment tu te sens ?» Je sais pas si c'est ce truc d'émotion à ciel ouvert ou parce que la folie, tout ça, mais je dis « Cuit-cuit ».